Mehdi Berda sur Sud Radio, il est 20h03, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France. Cette émission qui casse les codes, qu'on retrouve du lundi au jeudi, en direct de 20h à 21h, uniquement sur Sud Radio. Alors je le rappelle encore une fois, Sud Radio, Radio Nationale, Radio Star, Radio Best, Radio Montante, Radio tout ce que vous voulez. Et surtout Radio Number One aussi sur YouTube avec ses 1,2 million d'abonnés. C'est pas n'importe quoi. Non, parce que, faut le dire quand même, hein, on dépasse tout entendement. Là, on est sur une best radio qui a accepté de prendre mon concept au mois de septembre et je l'adore et je les remercie pour ça. Ce concept novateur, on fait rencontrer deux mondes qui ne se parlent jamais. Voilà, on vit pas dans la même France, ça porte bien son nom. On fait parler tous les soirs des politiques, des influenceurs, des personnalités publiques, des institutionnels qui se rencontrent et qui, en temps normal, ne se parleraient jamais. Tout ça pour essayer de rendre la politique un peu plus accessible parce qu'on est fâché. On est fâché avec nos politiques qui, des fois, parlent avec des codes un peu compliqués, parlent avec des mots qu'on comprend pas. Et il y a plein de gens qui ne vont pas voter, qui ne s'intéressent plus à la politique de notre pays parce qu'ils ne comprennent pas nos politiques. Donc, on a décidé de faire cette émission pour parler à tout le monde. Et du coup, on accueille chaque soir un influenceur, voilà. Et ce soir, on reçoit Soukaina, créatrice de contenu et militante pour l'émancipation et la voix pour la liberté des femmes. Voilà, on aime ce titre, voilà. Et on reçoit Jordan Florentin, directeur de publication Frontières, qu'on a déjà eu la chance de recevoir ici avec nous. Voilà, Jordan Florentin, qui fait sa place aujourd'hui. Je le vois de plus en plus sur les réseaux sociaux, je le vois de plus en plus dans des vidéos. Il se bat, je peux en faire une histoire. Ce soir, il est venu propre, les amis. Il est dans toutes les polémiques en ce moment. Et je suis accompagnée, bien évidemment, de mon cher et tendre Mathias, tous les soirs. Le monsieur des réseaux sociaux. Tendre Mathias, carrément. Ouais, je sais pas ce qu'il m'a pris là. Donc, comment ça va ? Eh ben écoute, ça va et toi ? Est-ce que t'as passé un bon week-end ? J'ai passé un week-end, j'ai passé un bon week-end, voilà. Qu'est-ce que t'as fait ? Une journée un peu compliquée, mais je trouve des anges gardiens, tu sais Mathias, c'est ma vie ça. Comme Joséphine. Exactement. Voilà. Elle était bien ou pas celle-là ? Non, pas ouf. Non, début de semaine, elle était nulle. Ça va toi Mathias ? Tout va bien. Elle se remet bien ta chérie ? Ouais, ça va. Elle va mieux aujourd'hui ? Ouais, ça va. Un petit peu mieux ? Bah, ça se voit qu'elle va mieux, ouais. Bah oui, c'est normal, il l'a couverte de fleurs. Alors, on avait un Mathias Charot. Ah, mais je suis fleuriste en fait. On avait un Mathias Charot. Il a rencontré une fille. Et depuis, il est devenu Mathias romantique. Je suis charrette maintenant. Charrette complet. Mais tu sais que je suis devenu fleuriste. J'ai jamais acheté autant de fleurs en une semaine. C'est vrai ? Mais en fait, je me suis fait avoir. Pourquoi ? Parce qu'elle est sortie de l'hôpital. Du coup, j'ai acheté des fleurs. Ouais. Sauf que 2 jours après, il y avait la Saint-Valentin. Ah. Faut racheter des fleurs. Ah oui. Ah, ça m'a coûté un bras cette connerie. Vive les fleurs. Alors, Toi, t'as fait quoi pour la Saint-Valentin d'ailleurs, samedi soir ? Absolument rien, un live Whatnot. Ah, c'est romantique. Tu connais Soukaina et Whatnot ? Oh, ma passion. C'est la nouvelle passion. C'est Vinted et TikTok en même temps. C'est un mélange de Vinted et de TikTok. C'est une application ? C'est génial. Ok, je vais regarder après. Alors, ce soir, on parle d'un sujet triste, un sujet lamentable, la mort de Quentin. Tout ça pour en arriver à cette question. Est-ce que les idées politiques tuent-elles en 2026 ? Est-ce qu'aujourd'hui on peut mourir à cause de ces idées politiques ? L'affaire Quentin a bouleversé la France depuis plusieurs jours après la mort de Quentin de Ranc samedi. C'était un étudiant de 23 ans violemment agressé à Lyon. Le jeune homme a été attaqué par plusieurs individus lors d'affrontements en marge d'un événement politique dans un contexte de forte tension entre groupes militants. Je rappelle que Rima Hassan faisait un colloque ce jour-là à Sciences Po. Il y avait des manifestations du collectif Némésis devant. Il y a eu des affrontements entre le collectif Némésis et un groupe défenseur donc de LFI. Je ne sais pas si on peut résumer comme ça. Il n'y a pas eu d'affrontement avec Némésis. Alors, tu vas tout nous expliquer, Jordan. On est là pour ça, justement. Quentin a été grièvement blessé à la tête. Il a été agressé. Il a succombé à ses blessures quelques jours plus tard à l'hôpital. Le parquet a ouvert une enquête pour homicide volontaire afin d'identifier les auteurs et de déterminer les circonstances exactes de l'agression. L'affaire a rapidement pris une dimension nationale et politique. Certains responsables pointant la responsabilité de groupes radicalisés d'entre à gauche, tandis que l'enquête judiciaire se poursuit. Ce drame a suscité une vive émotion dans l'opinion publique et a relancé le débat sur la violence politique, la radicalisation et la sécurité lors des rassemblements en France, provoquant de nombreuses réactions et tensions dans le débat public. Je rappelle, Jordan Florentin, qu'on t'avait reçu en plateau
avec Benjamin Lucas lundi, et tu avais dit une phrase, je peux mourir aujourd'hui pour faire ce que je fais, puisque toi tu fais beaucoup d'interviews, tu diriges et tu fais partie des dirigeants d'un média d'extrême droite, tu peux le dire, d'extrême droite. Je ne considère pas de ces extrêmes droite, mais voilà, personne ne sait ce qu'est l'extrême droite aujourd'hui, en fait, c'est ça. C'est la réponse que tout le monde me dit. Média de droite, ok. Et du coup, tu es souvent sur le terrain, tu fais beaucoup d'immersion, toi tu vas vraiment sur place, et c'est vrai que un jour tu as dit à ce député écologiste que tu risquais aujourd'hui de mourir, que tu mettais ta vie en danger chaque jour pour aller faire ton travail de journaliste. Et donc ce soir, on va en parler. On te reçoit Jordan Florentin, directeur donc des publications de Frontières, du média Frontières, et tu vas pouvoir faire ce débat, j'espère d'une manière ultra constructive, avec Soukaina, qui est créatrice de contenu et militante pour l'émancipation et la voix pour la liberté des femmes. Alors je vais d'abord présenter notre influenceuse du soir, notre créatrice de contenu, qui est si belle et si rayonnante. Soukaina, tu es militante engagée. C'est ça. Sur les questions de société, notamment autour de la place des femmes et de l'égalité dans un monde que tu considères encore largement pas... Alors attends, patriarcal. C'est ça. C'est bon. Tu es proche de certaines idées de gauche, sans vouloir être associé à une étiquette politique précise. Je le précise. Tu défends avant tout des convictions personnelles et un combat pour l'émancipation. Tu as récemment fait le choix de ne plus porter le voile, que tu considères comme un symbole pouvant être instrumentalisé comme soumission de l'homme, tout en défendant la liberté de chacune de le porter ou non. Voilà, je suis pas contre le voile, je suis contre l'obligation du voile, complètement différent. Et pourquoi tu as décidé d'utiliser les réseaux sociaux? Alors combien tu as de followers un petit peu sur tes réseaux? Pas grand chose, 50 000 à peu près, c'est pas non plus... voilà. 50 000. Non, mais c'est pas... Non, après moi, j'essaie vraiment de porter la voix de beaucoup de femmes, que ce soit en France ou dans le monde entier, qui sont forcées par le patriarcat. Et c'est pour ça que j'insiste. Le patriarcat, c'est pas propre aux frères musulmans, aux hommes en islam, c'est les hommes en général, en règle générale. Et les hommes musulmans ne font pas malheureusement, ne font partie de ce patriarcat. Et c'est pour ça que d'ailleurs l'islam aujourd'hui est une religion que moi j'estime féministe. Donc moi je suis musulmane. Mais par contre, les religions aujourd'hui ont été utilisées par les hommes à des fins personnelles, et que le patriarcat s'est instauré pour moi dans toutes les religions, y compris dans l'islam, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées après, qui ont été instaurées par les hommes. Pardon, je suis en train de perdre mes moyens, parce qu'il faut bien que je choisisse mes mots, parce que je sais que derrière cette communauté peut être très 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 dangereux sur les réseaux sociaux. Moi, ceux qui m'attaquent le plus, ce sont malheureusement les musulmans de France, c'est ma belle communauté, et en règle générale les hommes, pour des choses que je dénonce. Donc c'est pour ça que je veux faire attention à mes mots, pour pas que ce soit controversé, pour pas que ce soit repris. Donc voilà, il y a une différence. Moi, je fais la distinction entre l'islam des hommes et l'islam de Dieu, qui est complètement différent. Donc c'est la voix que j'essaye de porter, avant tout la mienne, avant d'être celle des femmes, c'est la mienne que j'essaye de porter. D'accord. Et tu as commencé à prendre tes réseaux sociaux quand exactement ? En fait, moi, je suis d'abord passée sur TPMP. D'accord. J'étais voilée à cette époque, mais j'avais les mêmes convictions, dans le sens où, pour moi, le voile, c'était une question de choix. Et on choisissait de le porter ou on choisissait de pas le porter, mais j'étais contre l'obligation du voile. Et moi, en fait, je suis passée sur TPMP pour parler des discriminations que les femmes voilées pouvaient subir en France, parce que ça existe, c'est un fait. Bien sûr. On va pas... Bien sûr. Voilà. Et j'ai été attaquée après cette émission, donc calomniée, attaquée par moi qui pensais que ça allait être les islamophobes. Donc je me suis préparée à ça, à cette éventualité-là. En fait non, c'était les hommes musulmans, mes plus grands fans et mes plus gros. Donc c'est eux qui m'ont poussée à retirer le voile. Donc c'est contradictoire, parce qu'au final, on parle souvent de l'extrême droite qui est contre le voile et qui veut que les femmes le retirent. Finalement, les hommes de la communauté musulmane ne sont pas mieux. Les femmes musulmanes ne respirent pas, voilées ou pas voilées, elles ne respirent pas. D'accord ? Donc c'est aussi un fait de le dire. C'est pas bien évidemment la majorité des hommes musulmans qui le sont, mais c'est beaucoup sur Internet, et c'est beaucoup de l'acharnement et de l'harcèlement envers les femmes. Une femme musulmane, quand elle est voilée et qu'elle s'expose un petit peu sur Internet, ou qu'elle fait quoi que ce soit qui est juste humain, parce que ce sont des humaines qui portent un voile jusqu'à preuve du contraire, donc ce sont des humaines qui ont des envies et qui ont des passions comme tout le monde, elles sont directement insultées, elles sont cyberharcelées, et avant d'être harcelées par les islamophobes, c'est les hommes de la communauté musulmane qui le font. Pourquoi ? Parce qu'elles s'exposent sur les réseaux ? Pour rien, des fois on va voir une femme voilée qui porte un gloss, ça va être le sujet, ça va être t'as pas honte, une femme voilée qui fait un playback, une femme voilée qui respire, une femme voilée qui donne son avis, une femme voilée tout court. C'est une femme, et une femme voilée parce qu'elle est représentante de la communauté musulmane selon eux. Julien Audoul, qui un jour avait tweeté contre une femme sur qui on avait craché dans la rue.
c'était une femme espagnole qui était en vacances en France. On lui avait craché dessus par rapport à son voile. Il avait repris les propos des hommes musulmans sur Internet en disant déjà t'es voilé, t'es habillé d'une certaine façon, qui n'est pas, donc c'est normal qu'on te crache dessus. Donc finalement, on se renvoie la balle, mais c'est les hommes qui font toujours en sorte de vouloir donner un avis sur comment les femmes doivent se vêtir, un avis sur comment les femmes doivent être ou ne pas être. Voilà. Alors, restez avec nous sur Sud Radio. On entend ce discours qui est assez poignant. Restez avec nous sur Sud Radio. On va continuer avec Soukaina. Et ensuite, on va avancer avec Jordan Florentin, directeur de publication du média Frontières, pour répondre à la question suivante. Est-ce que les idées politiques aujourd'hui peuvent tuer en 2026 avec ce qui s'est passé ce week-end et la mort de Quentin? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h15, nous sommes en direct pour un sujet très très poignant ce soir après la mort de Quentin. Est-ce que les idées politiques peuvent tuer aujourd'hui en 2026 vu ce qui s'est passé? On reçoit ce soir sur notre plateau Jordan Florentin qui est directeur de publication du média Frontières, qui va débattre de ce sujet avec Soukaina qui est créatrice de contenu et militante pour l'émancipation et la voix pour la liberté des femmes. Soukaina qui est influenceuse, créatrice de contenu, qui nous expliquait son parcours. Tu t'es fait connaître un peu donc grâce à TPMP. Tu portais le voile auparavant. Tu nous expliquais que une femme voilée aujourd'hui en France reçoit, alors je synthétise un petit peu, tu me dis si c'est bien ça, reçoit du cyberharcèlement, de l'harcèlement, de la critique tout le temps en fait, que ce soit de la part d'hommes musulmans comme de personnes qui n'acceptent pas le voile, ça peut être des personnes d'extrême droite, etc. Et que de toute manière, d'un côté comme de l'autre, c'est dur à vivre aujourd'hui en France. Une femme voilée, c'est vrai, en fait on peut se le dire, on parle une femme tout court. Oui, mais je pense que là où tu as raison, c'est qu'une femme voilée c'est encore plus dur parce que effectivement on lui impose des choses dans le sens où à partir du moment où tu te voiles, c'est vrai que tu as une certaine pudeur que d'autres peut-être n'ont pas, et donc les gens sont beaucoup plus exigeants avec la femme en question, et du coup sont plus durs, et je pense que ça doit pas être facile à vivre tous les jours. Toi, tu as fait ce choix de retirer ton voile. Pourquoi? Alors moi de base je l'ai retiré parce que je me suis fait cyberharceler. Moi on m'a poussé à le retirer. Donc c'était. Tu le portais parce que tu voulais le porter, toi. Personne t'a obligé, on est d'accord. Personne m'a jamais forcé à quoi que ce soit. Pourquoi tu as cédé à cette pression aujourd'hui des autres? Parce que moi, j'ai toujours été engagée en politique. J'ai fait des études. J'avais des grandes ambitions pour la France et en France à ma petite échelle. Et je me suis rendu compte qu'en fait, mon voile allait poser problème parce qu'il n'était pas accepté ni par les hommes musulmans qui ne veulent pas qu'une femme voilée prenne la parole, parce que c'est les salir, parce que c'est représenter l'islam, et parce que la femme n'a aucune place dans la société, où il y a aucun monde pour eux où elle peut prendre la parole et prendre des décisions. Ça n'existe pas pour eux en islam. C'est faux, bien évidemment. C'est pas l'islam qui le dit, c'est eux. Et pareil, de l'autre côté, j'avais des gens d'extrême droite qui ne comprenaient pas qu'avant d'être une femme voilée, j'étais une femme qui avait fait des études, qui avait des idées, et ça veut dire que moi, en fait, on me renvoyait tout le temps et constamment à mon voile. Déjà qu'on me renvoie constamment à ma place de femme, selon eux, dans la société. Alors imaginez, place de la femme et en plus voilée. Elle a encore moins son mot à dire. Donc moi, c'est ça qui a fait que je l'ai retiré. Ensuite, moi, j'ai été dans un moment dans ma vie où on m'a tellement cyberharcelé, on m'a tellement insulté au nom de la religion, on m'a tellement fait de mal au nom de la religion, parce que moi, j'ai grandi dans une famille où c'est bienveillance, amour et savoir vivre ensemble. D'accord? Donc ça veut dire que quand je suis arrivée sur TPMP et que j'ai vu que j'ai reçu que de la haine, j'étais en mode, c'est quoi? On m'a menti sur ma religion, parce que c'est pas ce qu'on me renvoie. Et à chaque fois qu'on m'insulte et qu'on me veut du mal, c'est au nom de la religion. Donc c'est qu'il y a un problème. Donc j'ai failli apostasier, j'ai pas peur de le dire. J'ai failli quitter la religion parce que je ne comprenais plus. Ensuite, avant de la quitter, je me suis dit que j'allais d'abord prendre la peine d'ouvrir le Coran, chose que je n'avais jamais faite, parce que chez nous, en fait, on est beaucoup, les femmes, on est beaucoup on nous dit beaucoup que le Coran, c'est quelque chose qui est trop grand pour nous, qu'on ne peut pas comprendre. Donc on a les interprétations des hommes qui s'appellent les hadiths, et que nous, on doit se fier à ça. Sauf que moi, les hadiths, je suis en contradiction totale avec, parce qu'il y a beaucoup de misogynie à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires avec un Dieu juste. Donc je suis allée voir dans le Coran et je me suis rendu compte que les hadiths n'étaient pas du tout, c'était pas une parole divine et qu'il fallait forcément croire. C'était l'interprétation des hommes, le patriarcat qui s'est instauré dans l'islam. Et du coup, j'ai réappris ma religion, si je peux dire ça comme ça. Je suis restée accrochée à ma religion tout en étant plus dans le côté spirituel que dans le côté juste rituel qu'on nous impose quand on nous transmet la religion dans les mosquées, etc. Parce que moi, chez moi, c'était pas comme ça. Tout le côté extrémiste un petit peu que j'ai appris, c'est pas à la maison, c'était à l'extérieur, c'est dans les mosquées. Moi, j'ai grandi, j'ai grandi dans des quartiers populaires.
il y a une pression au niveau de la religion, il y a une certaine culture, des traditions qu'on nous transmet et en tant que femme, qu'on ne peut pas briser, parce que si on commence à les briser, c'est une réputation, c'est beaucoup de choses derrière qui font que ça peut être compliqué pour la femme. Donc libérer sa parole, c'est pas facile pour une femme. Alors, musulmane. on reçoit en face de toi ce soir, Soukaina, Jordan Florentin. Alors Jordan, je vais le représenter pour ceux qui ne le connaissent pas aussi. Jordan Florentin, tu es journaliste et directeur de la publication du média Frontières, anciennement Livre Noir, où tu es devenu l'un des visages importants de la rédaction. Originaire du Creusot, tu t'es fait connaître par des reportages, tes enquêtes de terrain et tes prises de position sur les grands sujets de société comme l'immigration, la sécurité ou les tensions sociales. Jusque-là, on est bon. Oui, très bon. Ton parcours mêle engagement, journalisme et présence médiatique, notamment à la télévision. Tu fais pas mal de plateaux. Tu fais pas mal de vidéos aussi sur les réseaux. Hein. C'est toi qui pars sur le terrain. Voilà. C'est pas la première fois qu'on te reçoit. Tu n'as pas ta langue dans ta poche. Est-ce que tu penses que dire tout haut, tout à voix haute, fait avancer le débat ? Ce que dit madame, par exemple, et je la félicite pour les choix de vie qu'elle a pu faire, puisque moi aussi, je rejoins ce que vous dites, je ne suis pas contre le voile en tant que tel, en tant qu'objet. En revanche, je suis contre son port en France, parce que je crois que ça n'incarne pas ce qu'est la femme française et sa liberté française. Et j'ai envie de vous dire, bienvenue dans nos valeurs, et peut-être bienvenue, non, pas du tout, non. Bienvenue chez les Mésis aussi, parce que vous y auriez votre place. Je vous ai pas interrompu. Non, mais vous parlez en mon nom, donc j'étais tout aussi française quand j'étais voilée, c'est important de le dire. Oui, mais je crois que vous ne respectiez pas une grande partie des valeurs françaises. Parce que c'est quoi les valeurs françaises? C'est être comme vous. En étant voilé, parce que je crois que c'était contraire à la laïcité. Mais je pense que c'était pas l'objet du débat ce soir, mais je respecte vos prises de position. Je pense que c'est très courageux. Je vous en félicite. Et peut-être de lutter aussi contre une certaine forme de domination qui existe de l'homme, mais de la religion islamique. Là, quand vous voulez interdire le voile aux femmes françaises, vous êtes dans la domination de l'homme envers les femmes. Non, parce que contrairement à vous, je pense que vous êtes un cas très restreint et que beaucoup de femmes n'ont pas le choix de le porter. Non, c'est pas beaucoup de femmes. Je veux dire que pour avoir rencontré beaucoup de femmes en islam, elles n'ont pas spécifiquement le choix de porter ou pas le voile. Beaucoup se le font imposer. Et vous savez que lorsqu'on sort du territoire national, quand vous allez en Iran par exemple, beaucoup de femmes se le voient imposer. Vous allez me dire que oui, mais moi je m'intéresse au sort de toutes les femmes partout dans le monde. Et je porte la parole des femmes iraniennes sur les réseaux sociaux, mais mettre en opposition, mettre au même niveau les deux, c'est pas vrai. En Iran, elles se battent pour ne pas être forcées de le porter. Dans tous les cas, il y a un dénominateur commun qui est celui de l'islam. Imposer aux femmes, oui, mais parce que moi je fais de la différence entre. Moi je nie pas le fait qu'il y a un fléau, qu'il y a des extrémistes qui utilisent la religion à des fins personnelles, je l'ai déjà dit. Par contre, il faut distinguer l'islamisme de l'islam, c'est pas pareil, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, l'islamisme, c'est juste l'aboutissement parfait de ce qu'est l'islam. C'est pas vrai. Si. Dans ce cas-là, parlez-moi de l'islam. Quelles sont vos connaissances sur le Coran et l'islam? L'islamisme, c'est le vrai islam. Alors, expliquez-moi ce que c'est l'islam. Alors, on va pas faire un débat théologique ce soir. Parce que vous êtes en train d'affirmer des choses qui sont fausses. Et vous savez, et vous devez parfaitement le savoir, que vous êtes certainement considérée comme une mécréante pour des vrais musulmans. Mais je m'en fiche, parce que la religion, c'est quelque chose d'intime. Je m'en fiche de comment les gens me perçoivent. Mais je pense que vous et moi, on mène absolument le même combat contre l'obscurantisme et contre l'idéologie islamiste, mais qui est en réalité l'aboutissement final de l'application totale de la charia et de l'islam. Et vous en avez été victime. Contre le patriarcat qui s'est instauré dans les religions. Ça, c'est une logique de gauche féministe qui est celle d'aller attaquer. Et là, vous êtes en train de me rabaisser dans ma catégorie de femme. En fait, finalement, vous êtes un homme. Ça, c'est de la victimisation. Mais non, c'est pas vrai. Non, c'est trop facile. Vous réagissez de la même manière que les mollahs, que les mecs extrémistes musulmans qui ne veulent pas laisser les femmes s'exprimer. Vous parlez à ma place. Mais moi, les mollahs, je les combats en fait. Contrairement à vous, je mets pas. Mais vous mettez dans le même panier. Vous mettez dans le même panier les hommes français civilisés et les mollahs. C'est pas vrai. Déjà, premièrement, vous êtes civilisés selon certaines personnes. Les mollahs ne sont pas civilisés selon d'autres, ils le sont. Vous semblez dire que tous les hommes sont dans le régime patriarcal. Là oui, vous par exemple, vous êtes en train de je suis juste en train de débattre. Non, vous êtes en train de m'infantiliser en disant vous êtes une femme de gauche et vous êtes en train de penser comme une féministe de gauche. De penser, oui, qui est gauchiste. Vous avez une logique de pensée qui est vous êtes juste en train de me rabaisser de gauche, qui considère. Non, c'est ce que vous faites, qui considère que. Si vous pensez avoir raison, monsieur. Je ne pense pas avoir raison, mais je pense connaître un minimum le Coran et je vous assure. Parlez-moi du Coran. Et je vous assure, on peut parler de certains hadiths, on peut en parler. Non, le Coran et les hadiths sont différents. Non, mais ça, c'est trop facile de vouloir séparer les deux. Les Corans, qu'est-ce que c'est un hadith, qu'est-ce que c'est le Coran? Alors, vous savez, j'en ai un qui est particulièrement. Non, ce qu'on va faire, c'est que vous allez répondre d'abord à ma question. Mais vous l'avez en tête parce que vous lisez peut-être le Coran régulièrement. Mais répondez à ma question. Moi, excusez-moi, je suis pas un spécialiste. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Je suis pas un spécialiste de la religion au sens où je la pratique pas tous les jours. Il faut pas se dédouaner. Non, il faut pas se dédouaner. Il faut pas se dédouaner. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Quelle est la différence entre les hadiths et le Coran? Les hadiths sont des interprétations de certains versets du Coran, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs. D'accord. Je vous affirme simplement qu'un vrai musulman
musulman, c'est celui qui applique totalement le Coran. Et vous savez très bien qu'il y a même les théologues expliquent que le djihadisme, c'est quoi ? Il y a le djihadisme fort et le djihadisme faible. Le djihadisme intellectuel qui est celui pratiqué. Monsieur, si vous voulez vous convertir à l'islam ou si vous cherchez la voie vers l'islam, il faut aller voir les savants, on n'est pas là pour ça. Voilà. De base, on est là pour parler de Quentin. Je vous réponds. Vous savez qu'il y a deux formes de djihad. Le djihad intellectuel qui est pratiqué par les fréristes et les salafistes, et le djihad armé. Et vous savez que eux considèrent qu'un vrai musulman est celui qui pratique. On n'est pas là pour ça. Qui pratique l'humain. Mais vous ne pouvez pas en fait être à moitié musulmane. C'est soit vous l'êtes totalement. Je choisis ce que je veux être. Oui, vous êtes pas musulmane, madame, alors. C'est pas vous qui choisissez si je suis musulmane. C'est pas vous. Là, vous vous comportez exactement comme les hommes que vous dénoncez. Mais si on se fie au Coran, vous n'êtes pas musulmane, vous êtes une mécréante. D'accord, mais dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez affirmer que vous vous comportez exactement comme les hommes que vous dénoncez, comme les hommes extrémistes musulmans qui choisissent qui est musulman? Je connais cette religion et l'islam n'est pas à la carte, madame. L'islam n'est pas à la carte. Elle englobe tout. Vous avez le même discours et j'adore. J'espère que tout ça soit enregistré. Vous avez le même discours que les hommes extrémistes musulmans. C'est ça qui est adorable. Non, c'est juste que je comprends leur logique. Ce que j'admire, vous pensez pouvoir leur échapper, madame? C'est Magali qui reprend, s'il vous plaît. Si moi, on va passer au sujet de la soirée, mais juste une question. Moi, je suis juive, ok? J'ai la Torah qui donne ses règles aussi. Ça veut dire quoi? Que moi, si j'applique pas la Torah à la lettre près, je ne suis pas une juive. C'est la différence qu'il y a entre la Torah, entre la religion juive et l'islam, c'est que l'islam est quelque chose qui englobe l'intégralité. Est-ce qu'on peut dire l'islam, elle englobe tout. L'islam est un code civil. Attends, Jordan, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'une femme musulmane a le droit d'appliquer sa religion comme tout le monde? Est-ce qu'elle a le droit de ne pas être parfaite, comme elle a envie? Elle a le droit de le faire. Ce que je dis, c'est que pour... la religion, c'est personnel. Chacun vit sa religion comme il l'entend. Sauf qu'on ne vit pas une religion à la carte, encore moins l'islam. Bien sûr que si, ça s'appelle le libre arbitre, monsieur, et c'est dans toutes les religions. Mais sauf qu'un vrai musulman vous considérera pas comme une musulmane, madame. On s'en fiche de ce que les musulmans en face. Mais moi, je vous parle de ce qu'ils disent. Ce qui compte, c'est le lien spirituel. Mais non, c'est vous qui le dites, c'est pas eux. Mais c'est pas mon interprétation. C'est eux fonctionnent comme ça. D'accord, mais l'interprétation des hommes n'est pas forcément la bonne. Eux fonctionnent comme ça. Ce n'est pas la parole divine. La spiritualité, c'est intime. Pour en parler des théologiens, je vous dis des hommes. Mais c'est qui les gens avec qui vous en parlez? C'est pas que des hommes, des femmes musulmanes. Je peux vous citer des femmes musulmanes qui fonctionnent exactement dans cette logique-là. Et c'est ok. C'est leur choix, mais ça ne veut pas dire que je comprends viscéralement les valeurs de cette religion, qui n'est pas juste une religion, qui est une civilisation. Magali, j'ai l'impression que le Coran ne passe pas entre les deux. Non, mais ce qui est dommage, c'est que moi, j'ai aucun problème avec le blasphème, j'ai aucun problème avec le fait qu'on ne soit pas en accord avec l'islam. Ce qui me dérange, c'est le fait que on va venir nous dire vous n'êtes pas assez musulmane, et derrière on va nous dire mais nous on est là pour vous défendre, on est là pour défendre vos droits. En fait, à partir du moment où vous me dites ça, déjà vous défendez pas le fait que je puisse être une femme complexe, qui est un être humain avant tout, qui peut croire en une religion et ne pas être parfaite et la suivre à la perfection. Vous savez ce que je défends, le fait que vous ne soyez pas considéré comme un objet sexuel et que parce que vous êtes considéré comme un objet de désir, vous êtes obligé de vous voiler. Moi, c'est ça que je défends. C'est juste des valeurs françaises. Il n'y a aucun rapport. On est d'accord sur le Pourquoi vous avez arrêté de porter le voile? Pourquoi vous avez arrêté de porter le voile? Parce que vous aviez certainement envie de vous maquiller, que vous ne vouliez pas faire les deux. Non, alors attendez, on ne fait pas un sujet sur le voile ce soir. Ah ouais, ça serait super. Cependant, mais on va le refaire. C'est très intéressant. On est fatigué. Mais rejoignez Némésis, vous avez les mêmes combats. Non, jamais de la vie. Elles, ce sont pas des féministes, ce sont des racistes. En tout cas, c'est la première fois que je vois Jordan Florentin faire l'imam. Merci. C'est là où vous leur ressemblez. Les mots là et vous, il y a vraiment pas une grande différence. Une fois que vous avez diffamé les Némésis en les traitant de racistes, vous allez peut-être pouvoir justifier. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui est raciste dans la logique des Némésis? Prendre la parole et ensuite je vous expliquerai pourquoi j'ai. Du coup, vous avez un avis patriarcal sur les Némésis en expliquant qu'elles sont ce qu'elles ne sont pas. C'est juste que pour moi, bon, je vous laisse terminer et ensuite on reviendra sur le sujet. On fait une petite pause sur Sud Radio. Restez avec nous. On va reprendre le débat, s'il vous plaît, sur le sujet de ce soir. Alors, c'était hyper intéressant de vous entendre et au moins ça nous montre un petit peu ce que vous défendez chacun sur vos réseaux sociaux, etc. et dans vos médias, etc., etc. Mais on va recentrer le débat sur la mort de Quentin. Est-ce que les idées politiques aujourd'hui peuvent tuer en France en 2026? À tout de suite sur Sud Radio. 29, nous sommes en direct. Alors le débat a commencé, c'est très mouvementé, entre Jordan Florentin, directeur de publication du média Frontières, et Soukaina, créatrice de contenu et militante pour l'émancipation et la voix pour la liberté des femmes. Le sujet de ce soir, je le recentre un petit peu parce que là on a beaucoup parlé du voile, etc., etc. La mort de Quentin. Est-ce que les idées politiques peuvent tuer aujourd'hui en 2026? Voilà, la mort de Quentin, est-ce que c'est un acte isolé ou le symptôme d'un climat de violence politique plus large en France? Pour toi, Soukaina? Ah non, la mort de Quentin, déjà, premièrement, toutes mes pensées vont à la famille et à Quentin, paix à son âme. Premièrement, dans un premier temps, on condamne à 100%. Et il n'y a pas de débat possible sur le sujet. Je pense qu'on sera plus d'accord sur ce sujet, moi et Jordan, qu'autre chose. Après, c'est à l'image de ce qu'est la France aujourd'hui.
je suis désolée, mais au bout d'un moment, la France insoumise est un parti qui est dangereux aux idéologies extrémistes. Cette haine, elle existe chez la France insoumise. Cette domination, elle existe chez la France insoumise. J'ai milité chez la France insoumise, donc je sais de quoi je parle. C'est pour ça d'ailleurs, c'est la France insoumise qui m'a dégoûté de la politique. En tout cas, c'est les premiers qui m'ont dégoûté de la politique en France et qui m'ont donné aussi envie de quitter la France, parce que j'ai cette envie aujourd'hui d'aller vivre aux États-Unis et c'est pas pour rien. Donc non, c'est vrai, c'est pas un cas isolé et c'est à l'image de la France aujourd'hui. Quand t'es en France et que tu t'exposes et que tu exposes certaines idées politiques, ta vie peut peut s'arrêter du jour au lendemain. Par exemple, aujourd'hui, parce qu'on recentre, on réexplique un petit peu la situation. C'était je sais pas si on peut dire un meeting que venait faire Rima Hassan chez Sciences Po. Est-ce que pour toi, Sciences Po aujourd'hui, c'est un problème, ce qui se passe avec LFI, l'ouverture comme ça, LFI? Est-ce qu'il se passe un truc chez Sciences Po, comme on le dit dans les médias, quand il y a eu des reportages? Toi qui as milité justement chez France Insoumise, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense que le problème, c'est pas Sciences Po, c'est la génération dans laquelle on est et la manipulation qu'ont beaucoup de médias et les partis politiques aussi à manipuler cette jeunesse pour justement attiser la haine. Et ça, c'est extrême droite et extrême gauche. Et Frontières, malheureusement, aussi en fait partie de... L'extrême droite n'est pas représentée en France. Je termine. Les médias comme Frontières, les médias un peu extrémistes sont là pour alimenter cette haine et c'est triste et c'est dommage. C'est à l'image de ce qu'est la France aujourd'hui en termes de politique. La France insoumise vont se plaindre et aller tabasser des gens à mort quand il y a des personnes qui vont venir contrer leur meeting. Par contre, eux, à l'inverse, quand ils vont aller contrer des meetings d'extrême droite, ils vont demander à être entendus, à pouvoir être sur place, parce que c'est la démocratie. En fait, la France insoumise, c'est un peu les droits, mais à la carte. C'est moi, j'ai le droit, mais toi, par contre, quand tu fais la même chose, c'est non, on va te tabasser, on va te tuer, et on va remettre la faute sur les autres. C'est le problème de la France insoumise. En fait, je pense que la France insoumise, elle n'est pas représentative déjà de ce qu'est la gauche de base et de la France en règle générale. Et que quand Jean-Luc Mélenchon dit aujourd'hui que il a tenu un meeting, je crois qu'il a été filmé, où il disait que c'était eux qui se faisaient agresser à chaque meeting. C'est-à-dire qu'à chaque meeting qu'il donnait aujourd'hui de la France insoumise, il y avait une agression. Alors il a cité Nous Vivrons, il a cité Némésis, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Si c'est une agression d'idéologie, moi j'appelle pas ça une agression. Eux, quand ils agressent, c'est physique. Elle est là la différence. Ça veut dire que moi j'ai déjà eu des débats houleux avec des personnes d'extrême droite. Alice Cordier, j'ai déjà eu des échanges houleux avec eux sur Internet. Tant que c'est des combats d'idéologie, en fait c'est la démocratie, c'est la France, on est là pour ça. Et encore heureux qu'on puisse le faire. Mais à partir du moment où la violence physique et verbale, parce que ça c'est le fort de la France insoumise, d'agresser les gens verbalement et physiquement, d'accord, faut arrêter de mentir et il faut dire les termes. À partir du moment où il y a ça qui arrive, non, on n'est pas au même niveau, parce que Jean-Luc Mélenchon, je suis désolée, mais c'est un grand dictateur en interne, et toutes les personnes qui sont chez la France insoumise, normalement peuvent en témoigner s'ils sont, quand il y a eu l'affaire avec Adrien Quatennens, c'est un exemple que j'adore, parce qu'à ce moment-là, j'étais chez la France insoumise, et ce qui m'a fait partir de la France insoumise, c'était dans les groupes WhatsApp et en interne, c'était on est derrière lui quoi qu'il arrive, alors que le mec a été quand même condamné pour violence conjugale. Donc on est féministe à la carte aussi. On choisit qui est-ce qu'on défend. Donc non, moi j'ai aussi Thierry. C'est pour ça que tu as quitté LFI? Moi non, ce qui m'a vraiment fait, non, oui LFI oui. Après ce qui m'a fait, il y a d'autres choses, mais ça a été un des facteurs. Il y a Thierry Bondondi là, je n'arrive pas à prononcer son nom, je suis désolée. Il se présente au municipal. Pour Larny-sur-Marne, je crois, dans le 77, j'ai eu un petit échange avec lui lors du premier meeting de Monsieur de Villepin à Garges, donc cet homme-là travaille pour Bilango, donc Monsieur Bilango qui est député. Et cet homme-là, quand j'ai parlé d'Adrien Quatennens, et il m'a répondu, quand je lui ai répondu donc le fait qu'il ait été condamné par ça, etc. Il m'a répondu mot pour mot, mais c'était qu'une claque. Tu sais pas ce qui se passe entre eux. Il essayait de justifier à tout prix ça. Et c'est ça qui m'avait le plus choqué, je crois. Pareil, Carlos Bilango, qui parle de féminisme et qui brandit les valeurs de la gauche qui sont censées être des valeurs qui sont pour les femmes, Rachida Dati, qui est une magistrate, on rappelle, qui est une femme exceptionnelle avec un parcours exceptionnel et des idées exceptionnelles pour Paris, qui arrive à la réduire à sa, je sais pas comment dire ça sans être vulgaire, mais à dire qu'elle a sa place aujourd'hui parce qu'elle a accouché et parce que c'est de la coucherie. Tout ça, c'est des pensées misogynes qui sont banalisées chez la France insoumise et qui existent. Quand on est une belle femme, on va être sexualisé chez la France insoumise. Il y a un fétichisme autour de la femme maghrébine, c'est la vérité. Et pas que de la part des militants, de la part des députés. Sébastien Delogu, Raphaël Arnaud, Jean-Luc Mélenchon lui-même. Enfin, il y a des choses qui se passent en interne qui sont juste horribles. Mais après, qui va prendre la parole pour le dire, je sais pas. Et pourquoi, s'il se passe des trucs comme ça, pourquoi personne ne parle ?
Moi, je parle. Après, les autres, chacun a sa responsabilité. Moi, je suis partie, j'ai parlé, j'ai dénoncé sur les réseaux sociaux. J'ai parlé de la France Insoumise plus d'une fois. Je les ai attaqués. Voilà. Moi, Sébastien Delogu m'a bloqué sur les réseaux sociaux aujourd'hui. J'ai déjà eu un échange houleux avec lui en face à face. Je pense qu'il s'en souvient même pas parce qu'il m'avait relooké comme si j'étais un bout de viande. Voilà, c'est des choses qui existent chez la France. Moi, je me suis fait insulter de vieille chouette botoxée par Sébastien Delogu en story. Alors, botoxée, il a raison, mais non. Mais chouette, non. Je peux juste vous poser une question. Est-ce que vous pensez des accusations de Fatima Benomar à l'égard d'Antoine Léaumont, qui aurait fait des avances sur mineurs? Je remets pas en parole je remets pas en question la parole d'une femme, même quand ça touche c'est pas parce que c'est un député de gauche que ça veut dire c'est un homme avant d'être un député de gauche en fait. Et ce qui m'énerve chez la France Insoumise, c'est qu'on va toujours essayer de légitimer certaines choses en disant mais regardez, nous on est contre le racisme, on est contre les discriminations, donc ça ne peut pas être le cas d'un militant de chez nous ou d'un député de chez nous. Non, c'est pas vrai. La règle, elle est pour tout le monde, elle est la même pour tout le monde. Il a été accusé, donc jusqu'à preuve du contraire, cette femme a été abusée de cet homme. Voilà, tout simplement. Jordan, est-ce que pour toi la mort de Quentin est un acte isolé ou le symptôme, je te repose la même question, d'un climat de violence politique plus large en France? Déjà, je voudrais adresser effectivement moi-même une pensée émue pour sa famille. On vient de découvrir la photo de Quentin. Cette photo, elle dit tout de l'homme bon et bienveillant qu'il était, d'un catholique converti récemment, qui a converti sa famille également, qui faisait des maraudes, qui aidait des SDF, qui aidait les plus démunis, et qu'on a voulu dépeindre comme un nazi. Et c'est justement parce qu'on a voulu le nazifier qu'il a été lynché. On a tout fait pour en faire une caricature de l'extrême droite nationaliste, etc., qui aurait participé de l'agression, de la violence des Némésis, parce que lorsque les filles parlent de violence du collectif Némésis, on parle d'un drap avec un slogan dessus. Eux, c'est agression physique, c'est des dérapages en série, c'est des propos extrêmement graves, condamnés par la justice, c'est de l'apologie du terrorisme, c'est de l'apologie de la violence, c'est de l'appel au lynchage. Raphaël Arnaud, il a été condamné pour violence en réunion. Son collaborateur parlementaire, Jacques-Élie Favreau, qui est le principal cité dans ce lynchage, a été aussi plusieurs fois cité dans des affaires de violence, dont on n'est pas tout à fait sur le même degré. Et moi, je tiens quand même à rappeler qu'ils se moquent de nous lorsqu'on explique qu'on est violenté, parce que ils vont nous enfariner, ils vont nous insulter, et nous, on n'aurait pas le droit de dire qu'on est violenté pour ça. Par contre, eux, 3 centilitres de sang, de faux sang sur une permanence parlementaire, ce que je condamne par ailleurs, et une banderole, ça par contre c'est de la violence quand ça les touche eux. Donc il y a ce 2 poids 2 mesures. Non, c'est pas un acte isolé, parce que, et c'est ça moi qui me met très en colère, c'est que ça fait des mois, des années que nous, à droite, avec nos médias, on a fait un hors-série là-dessus sur le danger Antifa, où on posait la question de la potentielle menace terroriste que cela représentait. Ça fait des mois, des années qu'on alerte, et rien n'est fait par les pouvoirs publics. Pire, c'est alimenté par une partie de la classe politique, non seulement l'extrême gauche, mais aussi les macronistes qui se sont alliés avec eux, parce que je n'oublie pas que Édouard Philippe a fait voter pour l'extrême gauche dans sa commune, pour les législatives, que Gabriel Attal s'est allié avec la France Insoumise au moment des législatives, que beaucoup de membres du bloc macroniste ont permis de ces gens-là, et que Raphaël Arnaud, par exemple, soit aujourd'hui sur les bancs de l'Assemblée nationale. Donc ils sont galvanisés par ça, ils sont galvanisés par le fait que la justice est laxiste et que les juges rouges ne condamneront pas, à mon avis, aussi fermement qu'ils l'ont fait pour Clément Méric il y a 10 ans, parce qu'on compare souvent ces 2 affaires, et tout simplement parce qu'en fait ils sont convaincus je veux dire le terme, de chasser du nazi. Et donc pour eux leur combat est juste, et c'est un fait d'armes. Quand vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et vous parliez tout à l'heure de cyberharcèlement, et je suis bien placé pour en parler. En fait, il y a un déferlement de violence sur les réseaux sociaux, que si vous partagez une photo de Quentin, que si vous défendez Quentin, on vous met dans le même groupe, et puis vous aussi vous méritiez d'être tué pour vos idées. Donc oui, l'extrême gauche tue aujourd'hui. Après, moi, j'ai vu par contre, être de droite risque de vous tuer. Juste pour un petit peu nuancer, j'ai vu beaucoup de personnes de gauche condamner ce qui s'est passé et ne pas avoir peur de dire qu'ils sont avec Quentin, que c'est triste. Gauche institutionnelle. Et d'ailleurs, il y a par exemple une journaliste ou un journaliste, c'est un homme ou une femme, Camille Stino de Blast, payé par de l'argent public, qui d'abord s'était ému que Marc Maréchal survive à son accident de voiture. Il souhaitait la mort d'une eurodéputée, et il récidive en disant les partis de gauche institutionnels qui s'émeuvent de la mort de Quentin, mais qui en même temps réclament toujours qu'il y ait des antifas pour protéger leur meeting. Vous faites quoi
quoi là, vous voulez jeter les antifas sous le bus? En fait, ce journaliste de Blast s'émeut que à gauche, bah oui, on puisse refuser l'idée qu'un homme puisse mourir pour ses idées. Donc oui, il y a encore une partie de la gauche qui est républicaine, il y a une partie de l'extrême gauche qui s'est complètement désolidarisée de nos valeurs. Et moi, j'attends de voir là pour les municipales. On est à un mois des élections municipales. Est-ce que les socialistes et les Verts vont encore s'allier à LFI? C'est ça qu'il va falloir surveiller de très près. Alors, en parlant des municipales, pardon, comme on est en période d'élection municipale, je suis obligée de vous dire, comme on a parlé de Thierry, liste déclarée à Lagny-sur-Marne pour 2026. Jean-Paul Michel, liste Lagny Poursuivons Ensemble. Vincent Faye et Sandrine Pichon-Nasri, liste Lagny Écologiste et Solidaire. Et Thierry Bandudi, liste Mon Parti, c'est Lagny, diverses gauches. On est obligé de citer avec les municipales, comme on est en période électorale. Rachida Dati aussi pour Paris. Hein. Ah non, mais du coup, les amis, on joue le jeu, s'il vous plaît, parce qu'on est non, mais Paris quand même, Paris. Bah oui, la base. Non, mais on est soumis à l'ARCOM quand même. Donc, dans l'équité, on peut dire que c'est un débat heureux. On est obligé de faire l'équité parce qu'on peut parler de la liste de Lyon aussi. Non, tu te sais, Mathias. Mathias, tu restes au PSG là-bas. Ouais. S'il te plaît, parle du PSG, de l'OM, ça ira bien. Alors, ok. Est-ce que vous pensez, et là je m'adresse à Soukaina, est-ce que les réseaux sociaux jouent un jeu aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont un rôle amplificateur dans cette violence idéologique? À 100%. Sans aucun doute et sans aucun débat, oui, bien sûr, il y a énormément de haine sur les réseaux sociaux. La majorité il y a beaucoup de personnes, par rapport aux religions aussi. Macron, il avait dit, on ouvre Instagram, on ouvre TikTok. Les premières vidéos qui vont sortir, c'est des vidéos de pensée extrémiste, extrémisme politique, extrémisme religieux, peu importe. Et ça joue un rôle crucial dans ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que Quentin, j'ai pas envie de dire qu'on n'a pas tous un peu du sang sur les mains, mais au bout d'un moment, la France insoumise, Rima Hassan, etc., on parle d'une personne quand même qui soutient, je donne un exemple tout bête, mais le Polisario, qui est une entité terroriste quand même, qui a déjà... On s'attend à quoi quand on met au pouvoir ce genre de personnes, qu'on leur donne, et c'est ok de leur donner la parole parce que c'est la démocratie, c'est comme ça, mais derrière il y a des conséquences. Et Quentin fait partie de malheureusement ces conséquences tragiques, mais au bout d'un moment la France est dans un état de fracture, il faut sonner l'alerte. C'est très grave ce qui se passe en France. D'ailleurs, c'est intéressant le nom de cette émission de France face à face. Moi, j'ai passé le week-end avec les amis de Quentin. Alors, on vit pas dans la même France. On vit pas dans la même France. Pardon. Va falloir te renseigner sur le sujet maintenant. C'était calé sur les je me suis trompé de on vit pas dans la même France, mais du coup, ce qui veut dire qu'il y a deux France face à face. J'ai passé le week-end. Pour l'anecdote, c'était assez terrible parce que c'est moi-même qui ai annoncé la mort officiellement de Quentin à ses amis lorsque le parquet de Lyon l'a annoncé à l'AFP. Donc c'est vraiment cette France-là civilisée, qui est en deuil, qui est respectueuse, qui va pas faire d'émeutes, dont la mère ne va pas aller faire du quad dans les quartiers pour demander justice pour son fils. Là, c'est petit de comparer deux morts qui n'ont rien à voir et deux cas qui n'ont rien à voir. Ça témoigne de la France dans laquelle vivent certains. C'est pas vrai, c'est bête de faire ça. Là, on parle de la souffrance, faut pas instrumentaliser. C'est deux mamans qui ont fait deux deuils différents. On est personne pour juger lequel est bon, lequel est pas bon. Il faut pas mettre. Il faut pas mettre. On parle de deux mamans en deuil. On parle de deux mamans en deuil. C'est important de respecter la maman de Quentin, son nom, et ça passe par. Non, mais c'est pas bien de faire ça, de mettre en comparaison. Vous vous rendez compte que c'est grave. Et c'est dangereux de faire ça. Il s'agit pas des mêmes victimes non plus. Mais il s'agit de victimes et de mamans endeuillées quoi qu'il arrive. Et aucun des deux n'aurait dû mourir. Voilà. Et on respecte le deuil des deux mamans. Les deux sont morts à cause d'idéologie politique. On ne compare pas le deuil de deux mamans, s'il vous plaît. On reste respectueux pour ces mamans-là. C'est important. Donc, il y a justement une famille qui est très respectueuse, qui est très digne, très humble. C'est celle de Quentin, qui d'ailleurs ne voulait pas, au départ, que son image sorte, ne voulait pas voir ces portraits caricaturaux faits de Quentin. Aujourd'hui, sa photo est livrée. Et, je le disais tout à l'heure, elle témoigne il incarne la gentillesse, il incarne la bonté. Il y a cette France très digne, et puis en face, il y a celle qui va utiliser aussi ses morts entre guillemets, parce que maintenant on a l'impression, et c'est pour ça que je dis on vit pas dans la même France, que chacun a ses morts. Nous on a eu Thomas, on a eu Lola, Philippine, etc. C'est horrible, c'est une question de couleur de peau là. On n'est plus dans l'humanisme. C'est vous qui êtes en train d'aller là-dedans. Moi je parle pas de ça. Non mais je parle pas de vous, je parle en général. Ça c'est un fait là. Vous avez vu la France de Naël se plaindre de la mort de Thomas, de Lola et de Philippine? Mais c'est triste. Moi j'ai fait le procès de Lola. J'ai fait le procès de Lola de A à Z, et je me suis senti autant. Kylian Mbappé faire un mot pour Quentin. Moi je suis pas Kylian Mbappé. Je condamne ce genre de truc. Je condamne le fait. Je condamne ça. Je condamne ça, et je condamne le fait que là vous êtes en train de parler de la mort de Naël et d'essayer de comparer deux morts. Vous faites pareil qu'eux. Vous faites pareil que les gens que vous pointez du. Mais si. Compare de France. Vous faites pareil. Vous comparez pas de France. Vous mettez dos à dos les Français. Parce qu'il y a une France qui, c'est compliqué ce que vous faites. Au moment d'une mort, va tirer au mortier sur des policiers, va embraser la France entière. Et il y en a une qui est silencieuse et qui va à la messe. C'est deux morts différentes. Et les amis de Quentin, il y a une seule phrase moi que je retiens d'un témoignage que j'ai reçu, c'est ce qu'il aurait aimé. Ce n'est pas la vengeance, c'est qu'on prie pour lui.
Alors dans ce cas-là, priez pour lui, arrêtez de déblater ces bêtises. Je prie pour lui et je prie pour que la France arrête de s'embraser. La récupération politique, c'est moche. Les amis, on revient juste après cette pause. Avant la petite pause, je suis obligée. Merci Sokaina. Rachida Dati, candidate des Républicains LR, soutenue aussi par Modem et UDI. Emmanuel Grégoire, candidat porté par l'Union de la gauche socialiste plus écologiste et allié. Pierre-Yves Bournazel, candidat centriste centre-droite Horizon plus soutien divers. Sophia Chikirou, candidate de la France Insoumise LFI. Sarah Knafo, candidate de Reconquête extrême droite. Extrême ou extrême droite? Extrême droite. Ah, moi j'ai marqué extrême droite. Ben moi je pense qu'il faut respecter, vous parlez de la parole des femmes, elles se sont insultées. Reconquête, je dis Reconquête. Attends, on n'a pas fini de balancer les gens. Thierry Mariani, candidat du Rassemblement National RN. Marielle Saulnier, candidate de lutte ouvrière extrême gauche. Bon. Blandine Chauvel, candidate du nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire NPAR via la liste Paris ouvrière et révolutionnaire. C'est la liste des candidats à la municipale de Paris. Magnifique. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 6, nous sommes en direct pour un sujet très compliqué, très compliqué, très dur. La mort de Quentin. Les idées politiques en 2026. Est-ce qu'elles peuvent tuer? Est-ce qu'elles tuent d'ailleurs? Est-ce qui se passe? On reçoit ce soir Jordan Florentin, directeur de publication du média Frontières, qui est sur le terrain lui aussi chaque jour du côté de la droite. Alors je dis pas extrême droite, je dis droite. Voilà, vous analysez comme vous le voulez. Je sais pas si on peut dire, pas dire. Moi je vous laisse juger et maître de ça. Tout ce que je sais, c'est que tu es sur le terrain tout le temps et que tu me disais donc que tu risquais ta vie tous les jours sur le terrain, toi de la partie droite. Sokaina, tu es créatrice de contenu, militante pour l'émancipation et la voix pour la liberté des femmes. Tu as été partisane, on peut dire ça comme ça, partisane de LFI. Il y a très longtemps, hein. Moi voilà. je me cherchais. Non mais tu l'as été quand même. J'ai honte. Et ce qu'on peut dire également, c'est que tu as été aussi agressée. Tu militais aussi autour de Rachida Dati. On vient de citer tous les candidats de la municipale de Paris, mais tu as été agressée. Oui, moi, je pense que Jordan ne ment pas quand il dit qu'il risque sa vie tous les jours, parce que moi, à ma petite échelle, j'ai fait du tractage parce que voilà, je suis avec Rachida Dati pour sa campagne pour Paris. Et quand j'ai eu le grand bonheur de croiser les militants de Grégoire Emmanuel, c'était des agressions verbales et physiques, c'était arabe de service, c'était des choses très houleux. Donc moi, je pense que oui, ça existe. Hein, Alors, est-ce que pour vous, certains sont responsables? Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui disent, voilà, c'est la faute de Rima Hassan qui est partie répandre des choses à Sciences Po l'après-midi, il y en a beaucoup qui lui rejettent la faute dessus. Est-ce que pour toi, Rima Hassan est responsable de ce qui s'est passé dans la mort de Quentin ou pas, Sokaina? Alors, responsable, c'est un grand mot quand même. De la rendre responsable de la mort de Quentin, c'est très fort. Ce que je peux affirmer, c'est que des idéologies aussi extrêmes que l'extrême droite ou l'extrême gauche aujourd'hui, ça amène à ça en fait. Là, le truc, c'est pas d'essayer de trouver un coupable, mais surtout de comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive à être tué pour des idées. C'est très problématique dans un pays qu'on juge être une démocratie. C'est ça, pour moi, le vrai fond. C'est pas d'essayer de trouver un coupable. Après, voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, il y a des responsables politiques qui sont, qui portent cette responsabilité? À 100%, bien sûr que oui. Comme qui, par exemple? La France Insoumise, l'extrême droite, Monsieur Zemmour, tout ce qui est extrême en règle générale. Toutes les personnes qui apportent ces Français contre Français, ces Juifs contre musulmans. Moi, des fois, pour m'insulter, c'est trop drôle. Je suis musulmane, je suis d'origine marocaine. Des fois, pour m'insulter, sur Internet, on me dit agent du Mossad ou en fait, t'es juive, c'est qui t'envoie? Alors que c'est pas censé être une insulte déjà d'être juive, parce que premièrement c'est ok de l'être et que moi je suis musulmane, et il y a ce truc là à gauche, il y a beaucoup ce truc chez la LFI, parce qu'il y a gauche et gauche, chez LFI il y a beaucoup ce truc antisémite très easy de voilà. Moi personnellement je fais la distinction entre être sioniste et être juif, là-bas ils ont beaucoup de mal à le faire. Pour toi, le LFI est antisémite? Oui. Je peux vous poser une question? Qui est mort à cause d'Éric Zemmour? C'est pas une question de ça, là. On va pas attendre qu'il y ait des morts. Là, vous allez prendre Quentin en exemple, on va pas attendre qu'il y ait des morts encore une fois. Non, pour dire ça, gêné, c'est pas une compétition. Quand vous expliquez qu'il y a des idéologies qui mènent à cela, c'est l'idéologie d'extrême gauche qui tue aujourd'hui. Et quand vous dites l'idéologie d'extrême droite, elle tue également. Le problème, c'est que vous sous-entendez derrière extrême droite le Rassemblement National et Reconquête. D'abord, ce serait de la diffamation, c'est de l'injure. Personne au Rassemblement National ni chez Reconquête ne souhaiterait la mort de quelqu'un. La différence aussi avec ces militants, c'est que je pense que s'ils voyaient quelqu'un au sol en train de se faire lyncher, ils lui porteraient assistance et secours. Ça, vous pouvez pas le savoir. Là, vous êtes en train d'admettre des choses qui ne sont pas encore arrivées.
On n'est pas dans un combat. De ces gens. C'est pas j'ai confiance dans leur éducation et dans leur civilité. Non, mais non, parce que ce ne sont pas des sauvages barbares. Donc vous n'êtes pas factuel. Là, c'est les émotions qui prennent le dessus. Non, je suis un peu. Pardonnez-moi d'être ému quand effectivement un jeune Français est mort à cause de l'idéologie de l'extrême gauche. Mais oui, mais d'accord, mais on va pas attendre que ce soit le cas aussi de l'autre côté. Jamais personne n'est mort à cause de la moindre idéologie. Mais on va attendre, comme ça fera 1 et on viendra débattre. Ou de reconquête. Non, moi je vais pas attendre ça parce que je vais tout faire pour qu'on puisse mettre à genoux ceux qui véhiculent des idéologies qui font que Quentin est mort. Donc je vais pas attendre qu'il puisse y avoir d'autres radicalités qui enchaînent ensuite sur des morts. Donc c'est ça qui me dérange dans le fait de dire extrême droite, extrême droite, extrême droite. C'est précisément parce que Quentin a été perçu comme un jeune homme d'extrême droite, ce qu'il n'était pas. Même s'il avait été d'extrême droite, le problème c'est pas ça. Le problème c'est que même s'il avait été d'extrême droite, ça n'aurait pas été ok de le tuer. Il est là le problème. En fait, le problème c'est d'avoir été tué. Quelle que soit l'idéologie qu'il y a derrière, on ne peut pas être tué pour ça en fait. C'est juste ça le problème là. C'est ça que vous comprenez pas. Parce que la réalité derrière tout ça, c'est que pour eux, ils ne tuent pas un être humain. Ils ont déshumanisé cette personne. C'est ce qu'ils font. Mais vous déshumanisez constamment les musulmans, vous, avec votre média. Mais bien sûr que oui. Tout à l'heure, vous m'aviez dit vous n'êtes pas une musulmane. Vous êtes comporté comme les mollahs. Pourtant, je vous ai juste écouté. Je vous ai expliqué que vous ne pouvez pas être musulmane à la carte. Bien sûr que je peux l'être. La preuve, le libre arbitre existe. Demandez à un théologien considérera cela. Je suis pas une vraie musulmane alors. En fait, je vous permets pas de dire que je déshumanise si vous me déshumanisez quand vous choisissez pour moi ma religion. Mais vous choisissez mes idées, vous êtes en train d'expliquer ce que je pense des musulmans, donc ne choisissez pas non plus. Vous choisissez ma religion. Ne choisissez donc pas non c'est plus, factuel ce que je dis quand je dis que vous me déshumanisez. Ne choisissez pas non plus pour moi. Je vais quand même montrer le 2 poids 2 mesures aussi. Je vais vous donner une anecdote pour avoir assisté à tout cela. À droite, vous pouvez pas faire plus radical que ce que chacun décrira comme d'extrême droite, le comité du C9M, la marche du 9 mai. Il y avait 2 journalistes d'extrême gauche qui étaient présents, qui se considèrent eux-mêmes comme Antifa. Daphné Deschamps, Maxime Servins. Je les connais très bien. Lors d'une manifestation pour le 1er mai, ils avaient cassé notre matériel. Alors ce sont des confrères, ils avaient cassé notre matériel en manifestation. Ces journalistes, ils étaient à une manif la plus radicale qui soit à droite, ils n'ont pas eu la moindre égratignure. Ils ont été accueillis, on leur a permis, quand je dis on, c'est le comité, le C9M a permis la présence de ces journalistes, ce qui jamais ne pourra arriver. Pour avoir été encore il y a 2 semaines à un meeting de la France Insoumise à Avignon, Raphaël Arnaud a envoyé la Jeune Garde sécuriser le meeting. Parce qu'on dit en ce moment qu'il n'y a pas de lien entre la sécurité de Lyon et Rima Hassan. La réalité, c'est que Rima Hassan, elle a été récupérée de l'Arc de Lyon lorsqu'elle est arrivée à Lyon par des militants de la Jeune Garde. Donc il y a bien un lien entre la présence de la Jeune Garde et l'agression qui a suivi et la France Insoumise, parce que qui a fait élire à l'Assemblée nationale Raphaël Arnaud? C'est Jean-Luc Mélenchon. LFI, la Jeune Garde, c'est la même chose. Ils en font leur service d'ordre. Ah oui, et lorsque j'étais à Avignon il y a 2 semaines, j'ai été face à Jacques Favreau pendant 2 heures, qui m'a empêché de réaliser mon travail de journaliste, qui nous a enfarinés, qui nous a jamais répondu sur les arguments, il nous a attaqué sur le physique, il s'est moqué de nous, il nous a humiliés. Donc j'ai envie de dire aujourd'hui que son vrai visage soit révélé, hélas, et c'est terrible, sur la mort d'un homme. Je me dis quand même, au moins, les Français savent aujourd'hui qui est l'extrême gauche et ce qu'ils font. On va préciser quand même que Jeune Garde a été dissous. Hein. C'est important. C'est important. Ils font un communiqué pour dire qu'ils n'étaient pas là, mais ils étaient dissous. C'est important de le préciser. C'est bien de le rappeler. Et juste pour préciser, tout à l'heure, tu parlais d'idéologie, etc., de dire que oui, mais personne n'est jamais mort à cause des idées d'extrême droite. C'est faux. On a eu un jeune qui s'est fait poignarder par plusieurs coups de couteau dans une mosquée. On a aussi eu un imam à Brest. Parce que c'est quoi qui alimente ça? Mais c'est quoi qui alimente ça? C'est l'islamophobie, c'est les idées extrémistes c'est le fait de dire je vais rentrer dans une mosquée pour tuer un musulman parce que j'ai tendance à penser que le RN et Reconquête il permettrait plus de sécurité en France, mais libre à vous de penser l'inverse. On parle d'idéologie extrémiste. On dit pas que c'est la faute de Reconquête ou la faute du RN ou la faute de LFI. On parle de ce qui fait que le climat, c'est ce que Magali Barda m'a posé comme question. Qu'est-ce pas leurs militants à agir. Lorsque Mélenchon parle de passer à des actions impactantes, Jean-Luc Mélenchon il invite ses militants à passer à l'acte. Vous dites que tous les maux de la France MAUX sont à cause des musulmans, à cause de l'immigration. Vous poussez aussi. Je ne dis pas ça. C'est pas vous qui le dites, c'est Zemmour. Tous les problèmes de la France. C'est pas vous qui le dites, c'est Zemmour. Ça, c'est l'extrême droite qui dit que tous les mots. Pardon ? Il n'y a pas de problème avec l'islam en France, selon vous ? Vous en avez été vous-même victime? Non, c'est les musulmans le problème, c'est les religieux le problème, c'est certaines personnes. Sur l'islam? C'est pas, mais non, pas forcément. Tout le monde. Après, il y a des religieux dans toutes les religions qui sont très bien et qui sont. C'est les extrêmes dans les religions. C'est pas les religions le problème. Dans ce cas-là, toutes les religions sont problématiques. Mais pour le coup, ceux que vous appelez extrêmes dans l'islam sont pas extrêmes, ils sont juste normaux. Ce sont juste des musulmans normaux. Ce que disait Soukaina, c'est que c'est l'homme le problème. En fait, elle disait que l'homme qui soit dans la religion musulmane ou même, par exemple vers la droite, etc. Eh bien, on est dans une
une société patriarcale. Et les patriarcats s'est instauré dans les religions et partout, pas que dans l'islam. Vous n'avez jamais eu besoin d'hommes pour vous défendre dans la rue, madame? Mais de me défendre de qui? Des hommes? Me défendre de qui? De quoi? J'ai eu besoin d'un homme pour me défendre d'un homme. C'est ça le problème en fait. C'est que la boucle est la même au final. C'est infini. Enfin, bref. Il y a des femmes qui sont violentes aussi. Oui, il y en a. Mais quand on fait le monde est à votre image. C'est vous qui gouvernez le monde. C'est les hommes. Ça veut dire que tout ce qui est insécurité, c'est qui remplit les prisons, c'est qui les criminels, c'est qui les pédophiles, c'est qui les violeurs. C'est les hommes, c'est pas les femmes. Arrêtez de faire d'une minorité qui est presque inexistante. On peut même pas la prendre en considération tellement vous prenez de la place. Rappelez-moi qui dirige l'Italie. Mais le rapport là, on parle de la France. On est en France. Que les hommes dirigent les plus grandes nations occidentales aujourd'hui sont dirigées par des femmes. D'accord. Et je vous prends les hommes de Sanaa Takeshi au Japon. Qui dirige les États-Unis, qui dirige la France, qui dirige les plus grandes puissances mondiales, c'est qui les dirige? Il y a eu des femmes marquantes dans l'histoire de France qui ont dirigé ce pays aussi. C'est qui les dirige aujourd'hui? C'est qui les a majoritairement dirigés? Mais c'est le choix démographique des électeurs qui ont mis les hommes au pouvoir. C'est le choix du patriarcat, c'est pas pareil. C'est Magali Berda qui dirige Sud Radio. Voilà. Et on adore ça. J'adore diriger, moi. J'adore ça. Je pourrais diriger toute ma vie. Ouais. Allez les amis, on passe aux questions Flash and Cash. Les questions Flash et Cash. Alors, les questions Flash et Cash, mais je suis très... je retiens ce que vous dites, en fait. Ça travaille dans ma tête, ce que vous dites, c'est vrai. Alors, les questions Flash and Cash. Jordan Florentin, alors, c'est des questions simples, avec des réponses simples et courtes. Et sincères. Jordan Florentin, comment expliquer qu'en 2026, en plein cœur de Paris, la statue de la République soit encore taguée de croix gammées et de slogans antisémites? Est-ce que l'État a perdu le contrôle? Il y a des imbéciles partout. Ok, mais est-ce que l'État a perdu le contrôle? Mais l'État a perdu le contrôle sur absolument tout. Les gens se font justice eux-mêmes. Question simple, réponse. C'est ce que j'ai fait dans ma première phrase. Je les adore les deux. Et on va leur faire une petite vidéo YouTube. La réponse elle est simple, c'est oui. Soukaina, comment un train censé être low cost peut voir ses prix augmenter de 75% en quelques années? Le modèle Ouigo est-il encore vraiment accessible aux Français? Non. Ah, ça c'est question simple, réponse simple. Jordan Florentin, Barack Obama qui confirme l'existence d'extraterrestres sans preuve concrète, révélation sérieuse ou simple buzz pour faire parler? Elle est fiédiste, donc il y a bien des extraterrestres. Il est humoriste en plus celui-là. Je préfère les extraterrestres quand même. À choisir. J'aime pas les hommes. Soukaina, est-ce que vous êtes en couple ou pas? Moi, oui. Non. Ah, comment ça? Non, c'est juste que je suis pas en couple, j'ai d'autres priorités dans la vie. Vous avez bien raison, vous êtes jeune. Oh. Mais est-ce que vous pouvez aimer un homme? Enfin, est-ce qu'aujourd'hui tous les hommes sont dans cet état patriarcal où il y en a quand même quelques-uns qui sont sympas? Quand on dit tous les hommes, on n'est pas on parle d'un système, on attaque un système. On parle pas des hommes. Moi, mon papa, c'est le meilleur être qui existe sur cette terre. C'est important qu'il y ait des hommes quand même qui sont bien. Oui, mais c'est pas un des meilleurs hommes du monde aussi. Mais par exemple, oui, il faudrait que ce soit un homme qui soit totalement déconstruit. En fait, mes attentes aujourd'hui, c'est pas les mêmes qu'avant. Franchement, ça va être compliqué. Est-ce que vous pourriez être avec un non-musulman? Oui. Je vais même aller plus loin que ça. Je ne peux pas être avec un homme religieux. Je ne peux pas. C'est ma phobie. Mais religieux, c'est pas forcément une religion particulière, parce que c'est religieux. C'est les hommes qui utilisent les religions pour avoir le pouvoir sur les femmes à des fins personnelles. Moi, les hommes religieux, c'est devenu un peu ma phobie. Mais il y a plein d'hommes ultra musulmans et qui sont pas connais pas. Qui sont religieux, mais qui sont hyper. Moi, j'ai rencontré des imams super gentils et qui sont pas du tout. Je sais pas. Bon, après, moi, qui sont très tolérants, très ouverts. De par mon expérience, pour moi, religieux, c'est la pudeur, c'est au contraire, c'est l'ouverture, etc. Jordan, avec sa question, il essaie de se placer. Attendez, j'ai pas fini. Soukaina, comment un monument mondial comme le Louvre peut encore subir des fuites d'eau qui endommagent un plafond du 19e siècle? Y a-t-il un problème de gestion ou d'entretien du patrimoine en France? Oui. Voilà. Il y a une dernière question. On peut avoir la liste des maires de Toulouse? Non. Tu te tais. Non, ne me demandez pas si je suis en couple. T'es en couple, Jordan? Avec Frontière. Mais quand tu donnes ta vie à ton travail. D'ailleurs, je suis agacé parce que vous avez dit que Sud Radio était la meilleure radio de France alors qu'il existe Radio Frontière. Alors, on la connaît pas celle-là, bon. Il faut écouter. Elle a pas 1,2 million sur YouTube. Attendez. Quelques mois. Moi, je parle à ce niveau-là. On donne la force aux petites radios. Non, et puis nous. Mais c'est vous qui en faites le succès aussi. Et puis nous, merci. Oh, il est gentil. Et puis nous, quoi? Laisse-moi parler. Mais c'est la fin d'émission. Toujours les hommes qui veulent contrôler la parole. C'est fou. Il y a Jacques Pessis après Mag. Oui, Jacques Pessis, 2 secondes, c'est ma star. Bon, allez, on se retrouve demain sur Sud Radio, à 20h. Et tout de suite, vous retrouvez Les Clés d'une Vie avec Jacques Pessis et son invité Peter O'Keefe. Je l'ai bien dit ou pas? Non. Non. Peter O'Keefe. Là, elle a dit O'Keefe. Peter O'Keefe, à tout de suite sur Sud Radio.
Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France.